Nous venons d'écouter le titre Reine de Dadju. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous aborderons avec notre invité la question du territoire. En 2011, Mayotte a abandonné le statut de collectivité d'outre-mer pour devenir le 101e département français. Mayotte est la plus ancienne île d'origine volcanique de l'archipel des Comores, située dans le canal de Mozambique, lui-même situé dans l'océan Indien. Au micro de Radio 101, nous allons donner la parole à Mathieu Ledieuf, maître de conférences en géographie, spécialiste de géomorphologie littorale, intervenant également en géohistoire. Je passe la parole à notre journaliste Fayal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous en sommes reconnaissants. Vous connaissez bien notre île, vous êtes chercheur universitaire au CUFR et vous êtes notamment intéressé à la naissance de notre île. Pouvez-vous nous dire davantage sur l'âge de notre île et sur la manière dont il a surgi de eaux? Oui, alors du coup, je peux essayer d'en parler un petit peu. Donc, effectivement, peut-être pour recontextualiser donc, sur le concept de territoire, ce que vous évoquez en parlant de l'origine volcanique finalement du territoire de Mayotte, vous évoquez un des aspects de ce qui constitue un territoire. Et un territoire, avant toute autre chose, c'est une réalité physique, matérielle, qui existe, qui est présente, qui est visible, qu'on peut mesurer, qu'on peut étudier en tant que tel. Donc ça sera la première dimension finalement du territoire qu'on va pouvoir évoquer ensemble. Pour ce qui relève de Mayotte, on est sur une zone volcanique, une île qui a une origine volcanique au départ, qui s'est passée en plusieurs phases. Effectivement, c'est le volcan le plus ancien. Si on reprend les travaux, la génétique finalement quelque part de la formation des îles coralliennes telles qu'elles existent actuellement, on reprend le cadre théorique, on reprend celui généralement proposé par Darwin, qui proposait donc au XIXe siècle, qui proposait de comprendre la formation des îles et atolls coralliens en identifiant la génétique, le déroulé finalement, si vous voulez, de la formation de l'île. Donc pour ce qui est de Mayotte, comme des autres îles d'ailleurs de la région, on voit un volcan initial qui émerge à travers les activités volcaniques, qui est fusive, qui vont émettre du matériel volcanique, qui vont former un premier socle qui, au fur et à mesure du temps, là on est sur des échelles de temps géologiques, on va voir des organismes se développer sur le pourtour finalement de cette masse rocheuse qui vont former progressivement ce qu'on va appeler un récif corallien. Ce sont des algues calcaires en fait, qui vont s'agglomérer au départ, qui vont former ces structures-là sur lesquelles vont se développer des organismes qu'on appelle des coraux. Et au fur et à mesure du temps, on va voir un encroûtement, si vous voulez, c'est peut-être pas le bon terme, mais on peut imaginer de cette manière-là, une formation qui va se faire tout autour de cette île volcanique au départ, qui au fur et à mesure va s'enfoncer sous son propre poids. Ça va générer la formation d'un atoll, tel qu'on peut, enfin d'une barrière récifale dans un premier temps, tel qu'on le voit par exemple aujourd'hui sur Mayotte. C'est-à-dire que si on devait faire une comparaison entre les îles de la région, on verrait par exemple que l'île de la Réunion, on a un volcan, une île corallienne, enfin une île volcanique, pardon, on a une première phase de développement de cet agglomérat de coraux qui se fait autour. Et donc, ça prend la forme actuellement uniquement d'un récif frangeant. Si on se projette dans un futur très lointain de l'île de la Réunion, on peut observer la situation de Mayotte aujourd'hui, avec une île centrale entourée sur son pourtour de cet ancien récif frangeant qui s'est transformé aujourd'hui en barrière externe, finalement qui fait tout le pourtour de l'île. Si on continue le développement de l'île de Mayotte à travers ce substrat physique, qu'on imagine qu'on se projette dans des millions d'années, on aura à ce moment-là un faciès qui sera celui d'un atoll, juste d'une couronne récifale qui sera potentiellement peuplée, encore on ne sait pas d'ici là, et qui ressemblera très fort à ce qu'on va avoir par exemple sur l'archipel des Seychelles ou aux Maldives par exemple. On a justement uniquement des anneaux finalement de terre qui correspondent à ces anciennes couronnes récifales. Et le matériel, le substrat volcanique est quant à lui immergé complètement en mer. Mayotte est donc dans une phase de ce cycle de vie finalement de l'île et à une étape plus avancée que ses camarades de l'archipel des Comores. Vous êtes aussi docteur en géographie physique. Vous avez étudié le cyclone à différents endroits de la planète et notamment observé ces phénomènes dans la zone Pacifique.
quelles conclusions en tirez-vous et comment les populations peuvent-elles se protéger compte tenu du fait que le dérèglement climatique s'aggrave, mais aussi à Mayotte? Alors, excellente question. Du coup, là, on va toucher à un autre objet de la géographie, un autre objet du territoire. C'est que quand on va parler de territoire, on parle d'un espace qui est géré par une autorité. Cette autorité, en l'occurrence ici, c'est l'État français, que l'on va décliner derrière avec un certain nombre d'institutions, des collectivités territoriales, qui vont avoir une répartition des compétences les unes avec les autres. La question des risques, c'est une compétence de gestion territoriale qui est partagée entre ces différents acteurs. Et donc, la question du risque cyclonique, en l'occurrence, elle va venir être gérée par un certain nombre d'acteurs sur le territoire, que ce soit Météo France pour les considérations relatives à l'alerte, à la surveillance et à la mise en alerte, ou à la préfecture lorsqu'il s'agit de déclencher l'alerte à la population, et à la préparation, ce qu'on appelle la préparation à la gestion de crise, à travers les plans Orsec, le plan Orsec cyclone qui existe à Mayotte depuis plusieurs décennies maintenant, qui est remis à jour régulièrement, et à travers les dispositifs de gestion qui sont déclinés à d'autres échelons administratifs. On pensera par exemple au plan communaux de sauvegarde que chaque municipalité va développer. Et avec la nouvelle réglementation qui a été prise récemment, on va avoir des plans intercommunaux de sauvegarde. C'est-à-dire que l'Académa, par exemple, ou un certain nombre d'autres intercommunalités sur le territoire, vont réfléchir à l'échelle de l'intercommunalité à la mise en commun des moyens et à la mise en commun de l'organisation, finalement, à mettre en œuvre pour répondre à une situation d'urgence, en cas de cyclone, par exemple. L'autre question qui était sous-entendue dans celle que vous m'avez posée, c'était celle de la vulnérabilité territoriale. C'est-à-dire la capacité du territoire de Mayotte à encaisser un choc, en l'occurrence celui d'un cyclone. Et là, par contre, il y a des questions importantes qui se posent et qui se posent depuis longtemps. Actuellement, pour contextualiser un peu le cadre de ma réflexion, actuellement, on a un programme de recherche qui est en cours avec l'Université de Mayotte et la DEAL, la Direction de l'aménagement et de l'équipement du territoire à Mayotte, qui porte sur la mémoire relative aux cyclones. Et on essaye d'appréhender cette mémoire des cyclones à travers trois axes principaux. Un axe qui relève de la mémoire géologique. Donc là, on travaille effectivement sur les récifs rangeants, sur la projection de blocs coralliens et de sédiments. On travaille également sur la mémoire séculaire, au sens de la présence française en tant qu'institution sur place. Et du coup, là, on investit les archives documentaires écrites. Et de l'autre côté, on a un troisième axe qui porte sur la mémoire orale, et finalement sur les représentations que les populations vont avoir de ce phénomène. Et donc, pour appréhender ces différentes temporalités du risque, on a pris une étude de cas qui me semblait intéressante, qui était celle du cyclone Kamissi, enfin des deux cyclones, Kamissi et Felixa, en 1984 et 1996. Et ce qui est intéressant à étudier, c'est de essayer de comprendre l'état de vulnérabilité du territoire dans les années 80 et de comprendre quelle est la situation aujourd'hui. Pour essayer de faire des préconisations, essayer de mieux comprendre en tout cas les éléments sur lesquels travailler pour améliorer et réduire la vulnérabilité des populations. Et le constat qui est fait, donc évidemment, c'est que la vulnérabilité, de façon générale, s'est accentuée au cours du temps. Donc il y a un gros travail à faire, effectivement, en termes d'aménagement du territoire, mais également en termes d'organisation préalable, préventive, au sein des institutions, et également auprès des populations. Donc, tout un travail de prévention, parce que un certain nombre d'acteurs développent progressivement à Mayotte, mais il y a un véritable enjeu à développer d'autant plus avec des partenaires comme la sécurité civile, les pompiers, la Croix-Rouge, un certain nombre de partenaires publics ou associatifs qui sont présents sur place. Il y a un gros travail à réaliser, effectivement. Merci Mathieu Lédus pour cet échange enrichissant. On se retrouve après avoir écouté 40% de Aya Nakamura. Salut à tous, chers auditeurs. Nous reprenons l'antenne pour poursuivre avec des interviews. Je passe la parole à notre journaliste Fayal pour interroger Mathieu Lédus. Par ailleurs, et pour rentrer dans le vif de notre sujet, nous avons regardé la définition du territoire. Elle est longue et complexe. Nous avons repéré quatre types possibles de territoire. On compte beaucoup sur vous pour nous aider à comprendre ce qui est simple
peut en réalité être compliqué, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le concept de territoire a de ça de complexe qu'il est extrêmement riche et du coup on peut l'appréhender, ou en tout cas entrer dans l'analyse à travers différents axes. On avait évoqué tout à l'heure l'axe physique par lequel on peut rentrer dans l'analyse du territoire. Ensuite, vous m'avez évoqué une question très spécifique qui était celle des risques naturels et de leur gestion et qui nous amenait à parler d'un certain nombre d'acteurs et donc de prendre conscience qu'un territoire c'était un espace qui était géré, il y avait une autorité qui allait exercer son pouvoir sur cet espace-là. Le maire exerce son pouvoir sur la commune, le préfet sur le département, le préfet de zone sur la zone de sécurité, etc. etc. Le président sur la nation. Il y a des découpages institutionnels qui correspondent à des découpages d'autorité et d'exercice de l'autorité. Donc c'est une autre dimension du territoire. Mais il y en a d'autres encore, exactement comme vous l'évoquiez, il y en a 4, peut-être même plus, que l'on pourrait intégrer. Ce que l'on comprend dans un premier temps quand on va parler des acteurs et de ces découpages d'autorité, c'est que s'il y a une autorité, c'est qu'il y a un acteur, et s'il y a une autorité, c'est qu'il y a des gens pour être confrontés à cette autorité-là. Donc ça veut dire qu'un territoire, on a toujours plusieurs acteurs. On a les acteurs institutionnels, publics, on a les acteurs privés, le tissu économique par exemple, on va avoir le secteur associatif, le secteur citoyen. C'est un ensemble de groupes de personnes qui vivent de façon collective au même endroit, au même moment. Donc on a un paramètre temporel, un paramètre spatial à prendre en considération quand on va analyser un territoire donné. Si on a plusieurs acteurs, tous nos acteurs, et vous le savez bien, ne sont pas forcément toujours tous d'accord entre eux. Donc, c'est ce qui va amener finalement à ce que certains auteurs appellent de la géopolitique. Entendu que la géopolitique, on peut la faire entre les nations, quand on parle de l'Ukraine et de la Russie par exemple, ou on peut la faire à l'échelle d'un territoire, quand on va parler par exemple des frictions sociales ou sociétales qui peuvent avoir lieu à Mayotte, par exemple, entre différents groupes de population. Donc cette notion de géopolitique, on peut la mettre en application sur divers objets et divers groupes de personnes qui rentrent en conflictualité pour différentes raisons. Différentes raisons qui nécessitent toujours, dans tous les cas, de prendre en compte l'aspect spatial, où se passent les choses, et l'aspect temporel. Quand se passent les choses d'une part, mais aussi l'antériorité historique des événements qui ont conduit finalement à une prise de décision qui a conduit à un conflit. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dissocier l'analyse d'un territoire de son contexte de production historique. Dit plus simplement, ça veut dire que il faut toujours, quand on fait de la géographie, quand on fait de l'analyse territoriale, on ne peut pas se satisfaire d'une analyse au temps présent. Il faut toujours prendre en compte ce qui s'est passé auparavant pour comprendre la trajectoire qui a été suivie par un territoire et pour comprendre les velléités qui sont défendues par différents groupes d'acteurs. En gros, il faut recontextualiser le conflit pour réussir à le comprendre et essayer d'y trouver des issues et des solutions. Donc ça nous amène à un certain nombre de dimensions, une dimension spatiale, physique, une dimension temporelle, historique, une dimension d'appropriation, appropriation politique et juridique. On a déjà évoqué avec ces questions de frontières territoriales, avec les frontières communales, les frontières nationales, etc. Il y a une autre forme d'appropriation que l'on pourrait évoquer, qui est également très présente, on peut avoir une lecture très forte par ce prisme-là sur Mayotte, c'est l'appropriation culturelle. C'est-à-dire quel sens les populations projettent sur leur territoire. On pourrait dire que le territoire c'est un espace neutre, c'est un espace physique, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des rochers, ça n'a pas de valeur particulière. Mais on a des populations qui se sont appropriées ce territoire. Et elles ont projeté des valeurs dans ce territoire. Le mont Chungi, pour certaines populations de Mayotte, c'est le siège d'une certaine sacralité. Les mangroves, c'est le siège des djinns. Il y a un certain nombre d'appropriations culturelles, de projections d'éléments symboliques dans une réalité matérielle. Et ça, c'est une phase du territoire, c'est un aspect du territoire qui est absolument fondamental et essentiel à comprendre pour réduire justement les tensions qui peuvent s'exprimer dans le cadre de programmes d'aménagement, dans le cadre de programmes de gestion du territoire. Quand on fait de la gestion du territoire, quand on fait de l'aménagement du territoire, ça veut dire qu'on va configurer notre espace physique pour lui attribuer des fonctions. Fonctions économiques, fonctions d'hébergement, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme au niveau des collectivités territoriales. C'est les mairies qui ont en charge de ça. Elles ont le pouvoir de générer
d'attribuer certains espaces à certaines fonctions pour le développement et l'habitat de sa population. Mais si une collectivité décide de faire un aménagement, je sais pas, dans un supermarché, à un endroit où il y avait auparavant une mosquée. Par exemple, je le fais exprès pour un exemple caricatural et un peu choquant, mais c'est pour faire comprendre l'importance de la représentation et de l'aspect symbolique des choses. Si on attaque les symboles forts qui sont des éléments identitaires et fédérateurs pour une communauté, et qu'on cherche à ne pas les considérer ou à les détruire, on va être confronté systématiquement à une levée de bouclier et à des tensions qui peuvent être extrêmement dures. Donc le rôle du géographe, le rôle en tout cas de l'aménageur du territoire, ça va être de comprendre cette relation que les populations ont avec leur territoire, et une relation qui dépasse, on va dire, le cadre de l'habitat, qui dépasse le cadre de l'aménagement, et qui se réfère à des éléments beaucoup plus d'ordre symbolique et d'ordre identitaire. Si je vous demande à l'un ou à l'autre des présentateurs ici présents de vous présenter, de me dire qui vous êtes, je suis presque convaincu qu'en moins d'une minute, vous allez me dire d'où vous venez, d'où vous êtes originaire. C'est que votre identité en tant que personne, vous la tirez au moins en partie du lieu où vous vivez. Donc si en tant qu'aménageur du territoire, si en tant que géographe, vous ne prenez pas en considération cette réalité sociale, cette réalité identitaire, culturelle, vous passez à côté de la moitié des informations nécessaires à faire un aménagement qui soit acceptable et accepté par la population. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'est la géomorphologie littorale? Alors du coup là on rejoint un aspect qui est combiné avec l'aspect physique, finalement la dimension physique du territoire, c'est que la géomorphologie du littoral, généralement on peut s'y intéresser pour les côtes dures, les côtes rocheuses ou les côtes meubles. Et pour Mayotte, il y a un certain nombre d'îles de la région et d'îles dans le monde, la question des côtes meubles et de leurs évolutions pose un certain nombre de problèmes. Une côte meuble, c'est une côte où on va avoir du sable, concrètement. C'est pas très simple, c'est les côtes sableuses. Une plage, parfois on a tendance à l'oublier, une plage c'est un peu comme un organisme vivant. C'est-à-dire que le grain de sable que vous voyez sur lequel vous allez marcher un jour, le lendemain il ne sera plus au même endroit. Le sable bouge en permanence, que ce soit par le vent, que ce soit par les marées, par les houles, par les vagues, par les gens qui vont piétiner la plage, les animaux qui vont passer par là, ou les micro-organismes qui sont présents et qui vivent dans les plages. Le sable va bouger en permanence. C'est-à-dire que la morphologie de votre côte, techniquement, chaque jour, elle évolue un peu. La question est de savoir si on arrive à identifier des tendances sur le long terme de l'évolution de ces plages-là. Est-ce qu'on est sur des plages qui sont en engraissement ou est-ce qu'on est sur des plages qui sont en régression, en érosion? Et l'érosion du littoral, c'est une problématique très forte pour les territoires insulaires de l'océan Indien, du Pacifique, du monde entier, et un questionnement très fort sur Mayotte également. Donc on a différentes zones de l'île qui sont concernées par cette érosion du littoral, et donc l'objet de la géomorphologie littorale, c'est essayer de comprendre les processus qui sont en cours, déjà de les expliquer, de les chiffrer, et essayer de les suivre également dans le temps, pour construire des séries de données sur du long terme, pour avoir une perspective, une compréhension plus fine de ce qui se passe sur le littoral. Comment la plage évolue, s'il y a un cyclone qui a des grosses vagues, comment la plage va réagir? Est-ce qu'elle va rester dans une phase d'érosion permanente, ou est-ce qu'au contraire, elle va réussir à retrouver un certain équilibre? Ça, on va pouvoir l'analyser en faisant ce qu'on appelle du suivi géomorphologique des plages. On utilise plein d'outils différents. Ça peut aller des outils très simples, on va appeler des topomètres par exemple, à des outils de haute technologie comme les drones et la reconstitution photogrammétrique en 3 dimensions des plages, ou avec ce qu'on appelle des GPS, donc des GPS différentiels qui permettent de faire des mesures également et des reconstitutions en 3 dimensions. Ça permet de faire des calculs volumétriques et de comprendre finalement la dynamique de la plage. Parce qu'une plage, ça évolue sur le temps long, mais également sur le temps court. Il y a des effets saisonniers. C'est-à-dire que si on prend la plage de Nsongabuela, par exemple, en face de l'hôtel Robinson, sur la presqu'île de Guadeloupe, là, typiquement, on a une bascule saisonnière qui suit un gradient est-ouest sur cette plage-là. C'est-à-dire qu'une partie du matériel sableux transite par une des extrémités de la plage au cours d'une saison, et au cours de l'autre saison, les courants et les vents étant différents,
le sable va être remobilisé pour venir recouvrir l'autre partie de la plage. Merci Mathieu de nous avoir aidé à comprendre notre territoire. Je remets la main à notre cher animateur, Fanny. Merci pour cette interview, notre cher journaliste Fayal et M. Mathieu Leduc. Nous allons passer l'antenne à Radio 2B en métropole. Je vous laisse tout d'abord le dernier mot, Mathieu. Je vous remercie énormément pour le travail qui a été mené et pour cet investissement sur la radio lycéenne. C'est un très beau projet et je vous encourage à continuer sur cette voie-là. Félicitations. Merci, merci tout le monde. Merci Daniel à la technique, merci Mathieu pour votre présence. On remercie également tous les invités. On remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit à Mayotte ou en métropole. Nous allons donner le relais par la suite à Radio 2B avant de revenir à 15h cet après-midi pour toujours répondre à des questions par rapport au territoire qui nous concerne, nous, à Mayotte. Parfait. Comme je fais comme ça.